Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la dernière étape du Tour de France Femmes, l'étape numéro 8 qui nous emmenait à cette grande arrivée à la super planche des belles filles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Là, je vais parler que du sportif sur cette vidéo. On fera un grand débrief du Tour de France Femmes, de l'impact du Tour de France Femmes dans une autre vidéo que j'ai déjà enregistrée, mais qui sera en ligne après cette vidéo-là. On fait un petit peu en sens inverse. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Étape où on arrive à la super planche des belles filles. Vous savez que je suis pas un grand fan de cette arrivée, que je trouve qu'on l'utilise beaucoup trop sur les 10 dernières années. Moi, je sature, mais complètement. La super planche, c'est... je peux plus la voir en peinture, c'est vraiment... J'espère que ça sera pas... J'espère qu'au moins sur les 2 prochaines années, on va pas de nouveau de la voir, parce que... j'en ai ras le cul. Mais alors, à un point, je ne supporte plus cette montée. Ça, on l'a trop vu. Mais comme à une époque, je supportais plus l'Alpe d'Huez, qu'on voyait tout le temps, l'Alpe d'Huez. Et on a, je pense, assez de côtes en France pour avoir un petit peu de variété au niveau du parcours. Donc là, en plus, on l'a vu chez les garçons, chez les filles. Et ça va 10 secondes. Quand tu étais dans l'Est de la France, cette année, en 2022, tu as quand même pu accéder à pas mal de courses sur le bord de la route. Parce que si tu habitais Reims, bon, encore pas trop Reims, mais si tu habitais allez, Strasbourg, putain, tu t'es régalé cette année avec le cyclisme. Tu as pu aller à Longwy. Longwy, ça doit être à 50 bornes. À 1 heure de route de chez toi, je suis sûr que tu as pu faire au moins 3 ou 4 étapes. On aurait bien aimé dire la même chose du côté de la Bretagne ou du côté du centre de la France. Sauf que nous, on est toujours un petit peu les parents pauvres du cyclisme. Le centre de la France, un jour, quand on aura 3 étapes d'affilée qui seront dans le Tour de France, qui passeront par le centre de la France, ça sera bien. Pourtant, je rappelle que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. J'ai appris que lors du Tour 1903, un village, enfin une ville qui n'était pas très loin de chez moi, avait été point de contrôle du Tour de France 1903. Comme quoi, de la première étape. Comme quoi, donc, en 1903, on passait par le centre de la France. C'est beaucoup moins le cas en 2022. J'ai pas aimé non plus les attaques quand la maillot jaune avait des problèmes techniques. Ça, c'est... À un moment, il y a vraiment des soucis de savoir-vivre dans le peloton féminin. Je repense notamment à la désorganisation à Provins, la manière de faire tomber les concurrentes sans s'en soucier. Je pense à Mavi Garcia. Enfin, voilà. Je pense à Mavi Garcia quand elle fait tomber la concurrente de la Jumbo. Pas de la Jumbo, de la Bike Exchange. Enfin, ouais, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à revoir. Mais on en parle dans la vidéo de débrief. J'ai mis 13 sur 20 la note de cette étape. Ça a été un petit peu plus spectaculaire que chez les garçons. Parce qu'avec les attaques envers la maillot jaune, c'est un petit peu énervé. Van Vleuten a décidé de partir dès le pied. Après, c'est pas non plus la fête au village, quoi. T'as Van Vleuten qui part devant avec Vollering, comme hier. On avait un petit peu les mêmes. Et puis derrière, dans le groupe pour le podium, on s'est attaqué dans le dernier kilomètre. Et puis voilà, on s'est pas attaqué avant. De toute manière, c'est tellement dur que tu ne peux pas partir avant. Tu ne peux pas faire de gros jobs. Il y a une échappée qui a tenté de partir, mais comme on a roulé très fort derrière l'échappée à cause des problèmes de Van Vleuten, eh bien, elle n'est pas allée au bout. De toute manière, je vous le dis d'ores et déjà, cette vidéo va être assez courte du fait que j'ai pas grand chose à dire sur cette étape, très clairement. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Et là aujourd'hui, on fait vraiment le bilan des Bleus en premier, contrairement à hier, où je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. En plus-moins Juliette Labou. Pourquoi je la mets en plus-moins aujourd'hui, Juliette Labou? Je l'ai senti un peu moins facile que lors de l'arrivée au Markstein. Peut-être une pente qui lui convenait bien. Là, c'est vrai que la super planche, c'est surtout une pente punchy. Ça convient très bien aux punchers, un peu moins aux grimpeurs à la Thibaut Pinot. Ça lui convient moins quand même, la super planche des belles filles. Et Juliette Labou, elle me fait penser à Thibaut Pinot parce que j'ai l'impression qu'elle a besoin d'un petit temps pour se mettre dans le rythme. C'est pas la plus facile
sur les changements de rythme violents. Et que je trouve par contre que comme Thibaut Pinot, c'est une fille qui est très puissante sur le vélo. C'est-à-dire qu'on la voit quand même rarement en danseuse, Juliette Labousse. Vous remarquez, on ne l'a pas vue en danseuse, même sur la super planche, elle emmène un gros braquet. Voilà, bon, elle finit à 4e du général, c'est un très bon résultat pour elle, elle visait le top 5. C'est un très bon résultat également pour la France, ça montre qu'on est en capacité maintenant d'aller chercher les avant-postes, avec notamment ces jeunes filles. Elle a que 23 ans. Quand vous regardez les filles devant, Vollering elle a 25, Nevia Doma elle a 27, Van Vleuten elle a 39. Dans le top 10, je pense que dans le top 10, si je regarde bien, Evers à 27, Persico à 25, c'est les deux plus jeunes du top 10. Hein. Tout simplement, c'est les deux plus jeunes. Parce que Ludwig, elle est aussi plus vieille, Garcia aussi. Musique et... Enfin voilà, ce sont les plus jeunes. Donc ça, c'est très très intéressant pour le futur de la France. Et puis Juliette Labou, malgré le fait qu'elle n'avait pas d'équipière, Liane Lippert n'a pas été d'une grande aide au final pour Juliette Labou, eh bien elle s'est très bien débrouillée seule. Elle a fait vraiment du très très grand travail. On comprend mieux pourquoi la DSM la conserve jusqu'en 2024 parce que c'est une fille qui fait vraiment du très très bon travail. Et en plus, j'ai l'impression qu'en interview, elle a vraiment la tête sur les épaules. Et puis elle a franchi un cap cette année. Ça, c'est clair et net qu'elle a passé un cap, notamment avec sa victoire sur le Tour d'Italie, mais sa victoire sur le Tour de Burgos. C'est vraiment une fille qui a énormément progressé aujourd'hui, Juliette Labousse. Je la mets plus-moins parce que voilà, aujourd'hui, elle était un peu moins facile. Pareil pour Evita Music. C'est sûr qu'elle a aussi également fait pas mal de travail du côté de la FDJ pour son équipière, mais au final, elle finit juste derrière Cécile Ludwig, hein. Donc c'est quand même une belle performance de la part d'Evita Music. Ça va peut-être même faire réfléchir un petit peu la FDJ pour les années à venir, de savoir quelle fille devra être leader, parce que je pense qu'on a vu quand même les limites de Cécilie Ludwig en montagne, alors qu'Evita Music, je la trouve plus intéressante aujourd'hui en montagne. Elle aussi, bon, on le sait depuis son titre de championne de France, hein. C'est une fille qui a un énorme talent, qui a une bonne pointe de vitesse, qui est une bonne grimpeuse. On se souvient, bon, j'en avais parlé, mais elle m'avait impressionné sur le Tour de Suisse, 2e du Tour de Burgos derrière Juliette Labousse, 9e du Grand Prix féminin de Chambéry, pourtant avec un début de saison qui a été pas mal tronqué, mais elle finit bien là sur les grands tours. Et puis elle était performante également l'année dernière sur la Classica San Sébastien féminine, où elle avait fini 5e, 3e des championnats d'Europe U23 également. C'est une fille qui est ultra prometteuse. On connaît les qualités de Evita Music, et c'est une fille sur laquelle il va falloir compter, car c'est une fille qui est vraiment très intéressante pour le futur du cyclisme féminin français. Voilà, c'est une fille qui a les capacités de faire vraiment des très très belles choses. Je poursuis après Evita Music qui finit dans le top 10, un peu moins facile que lors d'autres journées Evita Music, mais elle conserve un bon classement. Je termine avec Coralie Demey qui a pris l'échappée. Coralie Demey, ça n'a pas marché pour l'échappée, mais elle finit quand même ce Tour de France à une belle 24e place pour une fille qui est chez Saint-Michel Aubert 93. Je pense même qu'elle est 2e ou 3e parmi les... Elle doit être 3e par rapport aux concurrentes qui sont dans des équipes de 2e division, ce qui n'est pas facile dans ces équipes-là. Donc c'est vraiment à noter, voilà, elle doit être 3 ou 4, Coralie Demey. C'est vraiment un super Tour de France qu'elle a réalisé aujourd'hui. Coralie Demey à 29 ans, hein, c'est une ancienne, on pourrait dire, mais elle a fait vraiment une très très belle course. C'est une fille qui n'a pour l'instant pas de contrat pour l'année prochaine. Ça pourrait donner des idées à des formations comme Arkea, comme Cofidis qui veulent monter, comme BNB Hotel également, hein, qui veut monter une section féminine. Ça peut être une bonne idée. 5e des championnats de France du contre-la-montre cette année, où elle avait été déçue, parce qu'elle avait dit j'en ai gardé un peu trop dans le final.
Voilà, je me suis un peu trop réservé sur le début de course. Deuxième de la classique du Morbihan, mais c'est une fille voilà, hein, qui est là depuis de nombreuses années aux avant-postes, qui est présente sur les grandes courses depuis de nombreuses années. C'est pas une fille qui pendant quelques années avait un gros programme. C'est vrai que sur les 2 dernières années, 2020-2021, c'est une fille qui a assez peu roulé chez Charente-Maritime qui est devenu le Stade Rochelet. C'est une fille qui avait peu de jours de course. Là, elle retrouve un petit peu voilà, elle a fait 33 jours de course, alors qu'en 2021, elle en avait fait que 17 et qu'en 2020, elle en avait fait que 8. Donc voilà, faut quand même l'avoir aussi en tête. Et elle retrouve un petit peu le nombre de jours de course qu'elle avait à l'époque à la FDJ. C'est une fille qui est professionnelle depuis 2016 et elle fait vraiment du très très bon boulot aujourd'hui. Elle avait fini j'ai oublié son classement. Elle avait fini en 2016 29e du Tour de Bretagne et 25e du Trophée d'Or, qui était une course importante, le Trophée d'Or. Mais qui a eu sa dernière édition en 2016. Donc lors de la dernière édition du Trophée d'Or, elle avait eu vraiment un bon classement. Je vous dis ça parce que c'est une course qui passait pas très loin de chez moi, le Trophée d'Or. Voilà. C'est une course qui a disparu depuis. Après 20 éditions, c'est toutes ces courses françaises qui ont du mal à résister, notamment financièrement, au fait qu'à ce moment-là, le Tour de France voulait se faire. Et ça a été un petit peu compliqué pour les concurrentes féminines. Et c'était une course vraiment très intéressante. Parce que la ville, notamment de Saint-Amand-Montrond, ne voulait plus financer cette meilleure course, alors que c'est vrai que moi j'avais vu notamment Anna van der Breggen sur le bord en bas de chez moi, vraiment elle était passée Anna van der Breggen notamment au départ de cette course. Emma Johansson également que j'avais vu sprinter et gagner. Gagner, c'était peut-être 2010 à l'époque. Emma Johansson, je pense que c'est l'année 2010 où je l'ai vu gagner. En faisant une très très belle course. C'est grâce aussi à ce type de course-là qu'on se met au cyclisme féminin, parce que moi je me suis mis au cyclisme féminin, parce qu'il y avait cette course-là qui passait pas très loin de chez moi. Donc ça m'a permis de découvrir le cyclisme féminin. Mais Coralie Demey, voilà, qui est une fille voilà, qui est professionnelle depuis 2016, mais qui jusqu'à maintenant n'avait pas eu de grands résultats dans sa carrière, parce que même quand vous êtes professionnel, eh ben, c'est une fille qui avait peu de jours de course dans les pattes. On continue avec une autre fille qui avait gagné le Trophée d'Or, c'est Rachel Neyland de la Cofidis. Bah là aussi, elle a tenté de prendre l'échappée. Je vous en avais parlé dans mes pronostics, que c'était une fille qui progressait depuis quelques jours, voilà, qui avait eu une saison pas facile du côté de la Cofidis, mais elle fait vraiment du bon boulot. La Cofidis qui mériterait d'être en World Tour l'année prochaine. Je trouve que c'est voilà, une formation qui fait du bon boulot, comme AG Assurance NXT également qui travaille bien, ou l'équipe Valcar qui fait également du très très bon boulot. La Cofidis qui finit quand même sur une bonne note, même si ça a été une course compliquée pour cette formation. La formation de Cédric Vasseur, c'est vrai qu'il y a eu des moments compliqués, il y a eu des déceptions, on s'attendait à faire mieux sur ce Tour de France féminin, et ça a été difficile. C'est des filles qu'on reverra notamment au Crest-Brez Elite, à la Picto charentaise également, qui sont des courses importantes du côté du cyclisme féminin, et puis sur la course de la Vuelta également. Elles seront également sur le Tour de Romandie qui clôturera un petit peu la saison féminine lors du mois d'octobre. Mais elle a tenté Rachel Neyland qui a quand même, on parle 2 jours de Van Vleuten, Rachel Neyland a 40 ans, là aussi c'est assez impressionnant. Et c'est une fille qui pourtant n'est professionnelle que depuis 2011. Lorsqu'elle a commencé, elle n'était absolument pas professionnelle, voilà. C'est une fille qui a commencé un petit peu sur le tard. Je pense qu'elle avait dû faire de la piste aussi un petit peu, Rachel Neyland, mais pas mal en montagne. Mais aujourd'hui, il en manquait un petit peu pour battre les meilleurs. On passe tout de suite aux concurrentes au top. Attaque de Marlou. Au top Van Vleuten, je vais pas faire long sur Van Vleuten. C'est la meilleure en montagne.
Alors, quand tu vois que pourtant on a roulé quand elle avait un vélo pété, qu'on a vraiment tout fait pour la mettre en difficulté, parfois de manière pas tip top, eh ben, tu te dis que oui, elle est imbattable, quoi, hein. Aujourd'hui, elle est vraiment imbattable en montagne. Bon, voilà, comme à une époque, c'était Van der Breggen. Comme à une époque, ça a été Léonin Van Mosel. Léonie Van Mosel, comme ça a été enfin, d'autres filles qui ont dominé comme ça le cyclisme, et Johansson aussi, qui était très forte dans les années fin des années 2000, ou Marianne Vos aussi. C'est vrai que c'est voilà, ces filles qui ont vraiment un niveau au-dessus. Et c'est tout le problème aujourd'hui du cyclisme féminin, c'est que jusqu'à maintenant, on a rarement eu des duels où 3-4 filles vraiment très fortes au même moment. Là, on est vraiment sur des niveaux qui sont très différents. On n'a pas un peloton qui est homogène, et c'est ça qui fait aussi du mal au cyclisme féminin aujourd'hui. C'est vrai que Van Vleuten aujourd'hui est largement au-dessus de tout le monde. Mais comme au niveau du sprint, la fille de la DSM, j'ai oublié son nom là, qui est aussi largement au-dessus de tout le monde. Donc c'est un peu le souci, hein, en ce moment du cyclisme féminin. C'est d'avoir des grosses différences de niveau entre les différentes formations, entre les différentes filles également. Vibes, voilà, la fille de la DSM qui est également au-dessus au niveau des sprints. Voilà, il y a un petit manque de densité, et ça se voit notamment sur la gagne aujourd'hui, où ça a été un petit peu facile. Neviadoma aussi qui a été facile aujourd'hui, qui a fait vraiment une très belle épreuve. Katarzyna Neviadoma, qui était facile, hein, dans le final. On sent qu'elle voulait jouer la troisième place, et elle l'a joué, cette troisième place. Et elle a été vraiment très performante, Neviadoma, dans cette montée finale, qui correspondait quand même un petit peu à ses qualités, même si elle aime pas les changements de rythme, Neviadoma, mais c'est elle qui a imposé son rythme à ses adversaires, et c'est comme ça qu'elle a réussi à s'en sortir et à faire vraiment une très belle course lors de cette étape. Voilà, elle prend la troisième place, mais c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait mérité. Elle a été à l'attaque. C'est peut-être un petit peu presque l'animatrice de ce Tour de France Femmes. Et elle a vraiment réussi à faire du très très bon job. Voilà, elle était imbattable pour la troisième place. Désormais, c'est dommage que derrière, il ait manqué peut-être un ou deux, qu'elle ne pouvait pas accompagner ni Vollering ni Van Vleuten à l'avant de la course, parce que ça nous aurait donné un match à 3 peut-être un peu plus intéressant. Et puis Persico, qui confirme son Giro, qui confirme également que Valcar devrait être en World Tour. Sylvia Persico, voilà, aujourd'hui elle finit 3ème de l'étape 1:43. Elle finit à 5ème au général. Dommage l'étape de samedi où elle a eu un petit coup de mou, Persico. On en a trop fait, je pense, dans le grand ballon. Elle s'est fait avoir par la longueur du grand ballon, mais ça a été la seule erreur de cette course. Elle a enquillé les top 10, hein. 2e à Provins, 4e à Épernay, 7e à Bar-sur-Aube, 7e à Saint-Dié-des-Vosges, 6e au Markstein, 3e à la Super Planche des Belles-Filles. C'est quand même une très très belle réussite de la part de la concurrente italienne. On verra, même si dans les années à venir, elle n'arrive pas à aller dans une autre équipe. Elle est en contrat jusqu'en 2022. Il y a des formations qui seraient bien intelligentes d'aller chercher Persico. Je pense notamment à la Jumbo, je pense à Roland Kogea, je pense des équipes comme ça de World Tour qui, pour l'instant, pas des grands résultats, ou pas des grands résultats en montagne. Je me dis que Persico, elle a quand même fait un sacré Tour de France. 7e du Tour d'Italie, 7e de la Ride London Classic, 7e du Tour de Burgos, 3e du Festival Elsie Jacob au Luxembourg. Pour tout vous dire, elle a quand même énormément de top 10 cette année, hein. C'est parce que donc 6 top 10 sur ce Tour de France, 3 top 10 sur le Tour d'Italie,
une victoire au Mémorial Monica Bandini, encore 2 top 10 sur la Ride London Classic, 2 top 10 sur la Vuelta de Burgos, 2 top 10 sur le CRSTZ Festival des Jacob, top 10 sur la Flèche Brabançonne, top 10 sur Gand-Wegelgem, top 10 sur Trofeo Alfredo Binda. C'est quand même assez impressionnant. Mais ça montre aussi que c'est pas une serial winneuse, parce qu'elle a que 2 victoires dans sa carrière. Mais ouais, vraiment une fille sur laquelle il va falloir compter. Et son frère, Davide Persico, qui est plus jeune qu'elle, lui, il est chez Colpac Balan depuis 2 ans, 2 ans et demi. Il est U23 chez les Italiens. Bon, on peut pas dire qu'il ait pour le moment des très grands résultats dans sa carrière. Ce jeune Italien, pour l'instant, c'est un peu léger ce qu'il a fait. Enfin, du côté des résultats Pro Cycling Stats, c'est pas foufou pour l'instant ce qu'a fait Davide Persico. On termine avec les bonnets d'âne. 2 équipes dans les bonnets d'âne. La Trek. Pourquoi la Trek ? J'ai trouvé que la Trek n'a pas fait... En fait, malgré la qualité de l'effectif, je pense pas que Elisa Longo Borghini c'est un très bon choix comme leader. C'est pas une mauvaise coureuse, hein, Longo Borghini, mais c'est pas la meilleure en montagne. C'est ça le problème. Le problème de Trek, c'est qu'il leur manque une fille en montagne. Tu vois, quand je pense à Persico, Persico est peut-être plus prometteuse que elle. Il en a manqué un petit peu, quoi. Il aura monté peut-être Elisabeth Deignan, qui n'était pas au départ. Mais Longo Borghini, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est dommage parce que, vu la qualité de l'effectif au départ, on se disait, bon, la Trek, il va falloir aller les chercher. Oui, mais le problème de la Trek, c'est que il manquait un petit peu de niveau, quoi. Dans ce collectif de la Trek, Longo Borghini, en plus, elle a fait une erreur stratégique hier. Mais là, on voit bien que c'est pas suffisant en montagne. Elle n'arrive pas à faire la différence. Donc ça a été le problème pour elle. Problème également pour du côté de la Trek pour Balsamo qui n'a pas gagné un sprint. C'est vrai qu'Audrey Cordon-Rago, elle a quand même un peu souffert sur ce Tour de France. Elle a bouffé pas mal de vent, mais elle a un peu souffert. Et puis même Léa Thomas. Hein. Léa Thomas, on l'a très peu vue, l'américaine. Normalement, c'est une fille qui est vraiment forte, c'est une fille très intéressante, voilà, qui a quand même remporté le Tour de l'Ardèche, quand elle était chez Movistar, qui est passée déjà dans de belles équipes, hein, Movistar, l'équipe Bigla, également, qui était une très belle formation de première division, bon, qui depuis a disparu, mais là, c'est vrai qu'on l'a très peu vue, Léa Thomas, alors que normalement, elle aurait dû aider également en montagne. Là, elle prend l'échappée, mais c'est vrai que sur ces 8 jours, elle est un petit peu en difficulté. Et puis la Bike Exchange, qui est passée à côté de ce Tour de France. Bon, ça avait déjà mal commencé avec les chutes multiples d'Amanda Spratt. Il y a eu également Santesteban, qui n'a jamais vraiment été à son niveau. Guy, il y a eu Zigart qui n'est pas capable de suivre correctement un peloton. Qu'est-ce qui gage d'énergie quand même dans ce genre de situation. Faulkner, fatigué de son Tour d'Italie. Menly, Rosman Gagnon, qui était bien placé à un moment au classement, Rosman Gagnon, mais qui n'est pas une grimpeuse. Au final, ça fait que la première fille est seulement 29e à 41 minutes. C'est Urska Zigart. Et derrière, Faulkner, Menly, on est au-delà des 50 minutes. Et Santesteban à 1 heure. Qui n'a jamais été dans le coup Santesteban, alors que pourtant c'est une fille qui sait grimper. Santesteban, c'est vraiment une fille qui a des très bonnes qualités en montagne, qui était chez Serratizzi, à Cipollini également. C'est une fille qui est professionnelle depuis 2009. Santesteban, qui a vraiment le profil d'une grimpeuse, mais qui a été complètement à la rue sur cette étape. C'est quand même une fille qui a fini 7e du Tour d'Italie en 2020. 10e de la Flèche Wallonne, 9e du Tour de Burgos, donc elle a quand même quelques résultats, mais là,
Ça n'a pas marché. Peut-être un petit peu de manque de conditions physiques parce que c'est une fille qui n'avait pas fait le Tour d'Italie. Ça a peut-être été un petit peu compliqué pour elle. Mais c'est dommage pour la Bike Exchange, voilà, d'être passé à côté de la course parce que c'est une équipe qui est présente quand même en World Tour depuis de nombreuses années. C'est une structure qui a commencé il y a très longtemps. C'est vrai que avec Orica notamment, hein, c'est la version féminine d'Orica Green Edge. Et qui a toujours eu des très belles concurrentes, notamment Amanda Spratt. Et je pense à Van der Breggen également qui était dans cette équipe, Judith Arndt, Tiffany Cromwell également. Enfin, c'est une formation qui a toujours eu les meilleures Australiennes, Rachel Neyland et des très très belles filles dans cette équipe. Mais là, ça ne l'a pas fait du tout cette semaine pour cette équipe qui a été vraiment aux abonnés absents sur ces 3 semaines de course, ce qui est dommage. Voilà, quand on a déjà eu des très belles filles dans son effectif, de passer un petit peu à côté. Voilà, Emma Johansson également qui était dans cette formation, Grace Sulzberger, Amanda Spratt. Voilà, il y a des Catherine Garfoot également. C'est voilà une équipe qui a eu des filles importantes, mais qui aujourd'hui n'arrive plus à évoluer correctement, qui n'arrive plus à faire du bon travail, ce qui n'est pas très rassurant quand même pour les années à venir, malgré... Parce qu'en plus, l'effectif est assez restreint. Hein. Cette année, elles ne sont que 13 dans l'effectif. C'est peut-être ça aussi un des problèmes, c'est quand vous êtes aussi peu nombreuses, c'est compliqué quand même de réussir à s'en sortir, surtout quand on a des erreurs stratégiques où on n'arrive pas à être au top. Où on a des filles qui ne sont pas forcément en forme et qui enchaînent beaucoup de courses. Mais ça a été compliqué à cette semaine pour la Bike Exchange. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!